Bienvenue dans Nos francophones ont du talent, votre nouvelle émission audio et vidéo de Choc FM 105.1. Une émission qui met en lumière le talent de ces nombreux francophones qui font vibrer notre belle communauté multiculturelle. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes et à tous, on est parti sur les ondes de Choc FM 105.1 dans un nouvel épisode de notre série Nos francophones ont du talent qui met à l'honneur tous ces francophones qui justement par leurs activités, par leurs implications font bouger les lignes dans notre communauté. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir d'avoir avec moi derrière l'écran virtuel Paul-François Sylvestre, romancier, novelliste, critique littéraire, auteur bien connu de ceux qui ont beaucoup étudié l'Ontario français. C'est pourquoi nous avons eu envie d'en savoir plus sur son parcours, ses origines et également sa vision de notre communauté hier et aujourd'hui et certainement aussi pour l'avenir. Bonjour Paul-François. Bonjour Guillaume. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Merci de te prêter à ce jeu du portrait. C'est un portrait que l'on veut plus ou moins chronologique. En tout cas, on va repartir de tes origines, si tu veux bien, dans un premier temps. Je crois que tu es un véritable franco-ontarien. Un franco-ontarien pur laine de souche. Je suis né dans le village de Saint-Joachim, qui est à mi-chemin entre Windsor et Chatham. C'est ça. Et ta famille était originaire du Québec, c'est ça? Oui, mais les Sylvestres étaient à Saint-Joachim depuis 1867. Ah oui, c'est... Ma mère est une parent et les parents étaient là depuis 1740 à peu près. Non, un véritable enracinement local. Il y a certainement encore beaucoup de familles, j'imagine, dans la région. Oui, beaucoup de cousins, cousines. Ma sœur aînée demeure dans le village voisin. Et puis, Saint-Joachim est un village entièrement canadien-français. Il y avait une paroisse et une école entièrement française. Il n'y avait pas de sermon en anglais le dimanche matin. C'était les Sœurs Grises, qu'on appelait les Sœurs de la Charité d'Ottawa, qui enseignaient. J'ai grandi donc dans un milieu catholique francophone. Un milieu agricole, je crois, un milieu avant tout un milieu agricole, n'est-ce pas? Oui, notre voisin avait un immense champ de tomates et au mois d'août, j'allais ramasser les tomates pour la compagnie Heinz qui faisait le ketchup. Ah oui. Puis papa avait une terre, mais il était contremaître à General Motors, mais il louait la terre à un autre cultivateur qui mettait surtout du blé et de la fève soya. Une fois, il a mis un champ de betterave à sucre, mais ce n'était pas très, très courant dans notre coin. Le blé, la fève soya, les champs d'avoine aussi, évidemment, et les champs de tomates. Donc, c'est ça. C'était... il n'y avait pas d'école secondaire française. Il y avait ce qu'il appelait école secondaire Bell River High School. Bon, il offrait un cours de français, peut-être histoire en français, mais toutes les autres matières, la géographie, la chimie, l'algèbre, la physique, tout était enseigné en langue anglaise. Mes sœurs sont allées là. Mes parents, parce qu'il y a des oblats, les prêtres oblats, qui faisaient du recrutement pour un séminaire à Ottawa, ont fait une randonnée dans le coin. Ils sont allés voir le curé. Puis le curé lui a dit allez voir Francis Sylvestre, son garçon serait peut-être un candidat pour votre séminaire. Donc, ils sont venus chez mes parents, puis ils en ont discuté, puis tout ça. Puis mes parents m'ont dit comment tu aimerais ça, être pensionnaire à Ottawa? Et moi, j'ai une sœur avant moi, avec moi, après moi. Une sœur aînée, une sœur jumelle, une sœur cadette. Donc, je n'avais pas de frère. Et aller vivre avec d'autres garçons, ça me semblait une bonne idée.
Et j'ai dit oui, j'aimerais ça. Alors, on m'a envoyé à Ottawa. Je me suis ennuyé, je pense, peut-être le premier, deuxième soir dans le dortoir. J'ai pleuré un peu, mais ça n'a pas pris de temps que j'étais tellement à l'aise. On était 120 petits séminaristes. Là, Alors, tu avais quel âge à cette je époque-là devais quand tu étais avoir à à peu près Ottawa? 14 ans. OK, jeune 14 quand ans. même. Ouais. J'avais fait ma 9e année dans le village parce quand j'étais en 8e, on a ajouté la 9e. Et quand je suis arrivé en 9e, on a ajouté la 10e. Donc, ce qu'on appelait l'école de continuation, 9 et 10. C'était considéré école séparée, donc subventionnée. Mais mes parents ont dit, tu peux faire la 10e ici, mais c'est peut-être mieux que tu ailles tout de suite à Ottawa. Et donc, c'est ça, j'ai grandi dans un pensionnat. Et Quels sont les grands souvenirs que tu gardes de ces années de formation? Beaucoup de liberté dans ce pensionnat ou au contraire une éducation très rigoriste? ouais. Le premier souvenir qui me vient, c'est que quand je suis parti, je bégayais beaucoup. Et j'ai eu un professeur de diction, il venait tous les samedis, c'était pas un laïc qui venait le samedi. On avait congé le mercredi après-midi, mais on avait des cours le samedi matin. Et avec les cours de diction, il m'a aidé à surmonter le bégaiement. Des fois, je bute encore sur certains mots. Mais donc, je me souviens de ça. Je me souviens aussi d'avoir fait monter une scénette, une petite. Chaque classe devait présenter un genre de spectacle durant l'année. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'était même moi qui l'avais écrit, le texte. On était Ah trois oui? à jouer ça. C'était pas long, c'était peut-être 8, 9, 10 minutes. Mais. On avait la messe tous les matins, puis il fallait jouer aussi. Notre nom était sur les équipes de baseball, de football et de hockey. Puis moi, je ne suis pas très, très bon dans les sports d'équipe. Par contre, j'aimais jouer au ballon volant, mais mon nom, ce n'était pas un sport obligatoire. On le jouait si on voulait. Hmm. Et on avait 2 grandes patinoires. Les gars se levaient des fois à 5 heures du matin pour aller arroser de la patinoire, pour qu'elle soit toute lisse pour une partie de hockey. Et j'étais bon pour patiner, assez vite même, mais passer la rondelle à un autre et tout ça, j'étais moins doué pour ça. Et puis, mais quand même, j'étais on était très peu nombreux du Sud. C'était pas plus que 3 ou 4 dans toutes les 120 là, séminaristes. Peut-être 2 dans ma classe. Et les gens venaient surtout du Québec. Ouais. Et la majorité, moi, je pensais aussi que tous nos profs étaient québécois. Ce n'est que longtemps après que j'ai appris que 2 d'entre eux étaient des franco-ontariens, mais on ne parlait pas de franco-ontariens. On est en 1963-64, là. On Donc, on parle de Canadiens français encore à ce moment-là. Et puis même là, comme la majorité était québécoise, il faisait référence à des émissions qu'ils regardaient, mais chez nous, on n'avait pas la télévision ni la radio française. Alors, tout ça, c'était nouveau pour moi. La radio française est arrivée à Windsor en 71 et oui. la télévision lors des Jeux olympiques de Montréal en 76. Alors, c'était vraiment... un autre monde et le basculement dans la modernité. Alors, moi, ce qui m'intéresse, Paul François, c'est, tu m'as parlé de cette pièce de théâtre que tu as montée probablement et écrite avec certains camarades. Le goût des mots, le goût de la littérature, tu l'as en toi depuis ce temps-là, depuis tout petit?
Oui, même avant de partir pour Ottawa, je me souviens, maman nous amenait à la bibliothèque publique de Belle-Rivière, qui est le village voisin, qui est beaucoup plus gros, qui a une bibliothèque et banque et magasin, tout ça. Et puis, il y avait un rayon francophone, puis je partais avec un roman. Et puis, je me souviens même, je ne sais pas comment j'avais obtenu ça, là, mais j'avais fait venir un roman par la poste, et c'est la première fois que je recevais quelque chose dans la boîte à lettres, dans la boîte à mal, comme on disait. Et puis, j'étais tout excité d'ouvrir ça. Et puis, les pages étaient toutes... il fallait prendre un coupe-papier pour ouvrir chaque page. Ils n'étaient pas coupés comme c'est maintenant, là. Alors, je ne me souviens pas du titre c'est un roman d'aventure, je pense, là, mais et donc c'est ça. Donc, j'ai eu le goût de la lecture très tôt. Et je vais peut-être avancer un peu plus vite, là, mais quand je lisais beaucoup, c'était tout le temps des livres dont l'action se passait soit en France ou au Québec. Ça se passait. Donc il y avait aussi le goût de la francophonie, il y avait aussi ce goût-là. Oui, mais l'action ne se passait jamais en Ontario. Ça a pris des années et des années avant que je lise un premier roman, La quête d'Alexandre, d'Hélène Brodeur, dont l'histoire se passe dans le nord de l'Ontario, qui a été ravagé par un grand incendie. Et je dis, mon Dieu, ça se passe chez nous. Et puis, j'étais tout excité. Tu avais la conscience que de la francophonie ontarienne et de la relativement grande diaspora? C'est arrivé un peu quand j'ai terminé vers la fin de mon baccalauréat, ce qu'on appelle le cours classique. On finit avec un bac en philosophie. J'ai découvert le Centre de recherche en civilisation canadienne-française à l'Université d'Ottawa. Et on m'a dit qu'il y avait des journaux, collection de journaux de mon coin de pays. Alors, on m'a montré ça. Et puis, il y en avait un, entre autres, La Feuille d'érable, qui avait été publié à Tecumseh, qui est collé sur Windsor, dirigé par le sénateur Gustave Lacasse. Là, j'ai feuilleté ça. Mais j'ai dit, c'est pas possible. On ne m'a jamais mentionné toute l'histoire francophone de ma région. C'est là que j'ai découvert que la première colonie permanente, la première paroisse, la première école en Ontario étaient tous à Windsor et tous francophones. Ouais. Et c'est Cadillac qui est venu fonder un fort. Et quand on fondait un fort comme Rouillé à Toronto ou Frontenac à Kingston ou Conty à Niagara, on amenait environ 50 soldats pour la traite des fourrures. Mais Cadillac est parti de Montréal avec 50 soldats et 50 colons. Il est le seul à avoir fait ça. Et il a fondé le fort Pontchartrain, qui est devenu oui. Mais les colons sont allés des deux côtés de la rivière Détroit. Il n'y avait pas de frontière, c'est la Nouvelle-France. Et c'est comme ça que les premiers colons en Ontario se sont installés là où est maintenant Windsor. La première paroisse, c'est l'Assomption. On disait l'Assomption du Détroit. Et puis, les ancêtres de ma mère, les parents, viennent un peu de cette vague dans les 1740, à peu près, quelques décennies après Cadillac. Donc, et donc des deux côtés, certainement aussi de la frontière, tu as de la famille des deux côtés. Ouais. Et je me suis rendu compte aussi qu'à chaque fois que je mentionnais ça, que la première paroisse, première école, première colonie était Windsor, les gens disaient, voyons donc, Windsor, c'est anglais, ça n'a pas de bon sens. Il fallait que je leur explique toute l'histoire de Cadillac. Et puis, il y a tout un long chapitre dans un de mes livres sur l'histoire de l'Ontario français qui porte sur cette page. On va y revenir un petit peu plus tard, si tu veux bien, et sur ton amour de l'histoire francophone, franco-ontarienne. À cette époque-là, dans tes années de formation secondaire et puis ensuite universitaire, quels sont tes rêves? Comment est-ce que tu vois ta carrière, ton avenir? Bien, quand j'étais au
au début de mon cours universitaire, j'étais encore un pensionnaire. Ce n'était plus un séminaire, c'était une résidence, la résidence Sacré-Cœur, en plein cœur du campus de l'Université d'Ottawa. Je rêvais de devenir un prof Oblat. C'est les Oblats les pères Oblats qui dirigeaient ça. Alors, j'ai dit, je me voyais enseigner dans un collège comme j'avais eu des profs religieux. Je me voyais comme ça aussi. Mais ce qui est arrivé, c'est quand j'avais un cours d'histoire du Canada, oui, c'est ça, en deuxième année d'université. Et un confrère était un employé de l'Association canadienne-française d'éducation de l'Ontario. l'ACFEO, qui est devenu l'ACFO, qui est devenu l'AFO, l'Assemblée de la francophonie. Alors, il s'appelait Rémi Beauregard, qui était très connu en Ontario, était le premier directeur de l'Office des affaires francophones. Alors, il m'a dit, tu sais, il y a un congrès de jeunes qui s'en vient à North Bay. Et puis, toi, il faut quelqu'un du sud de l'Ontario à ce congrès-là, et tu dois venir, on va payer tes dépenses et tout ça. Alors, j'ai découvert qu'il y avait des jeunes francophones dans tous les coins de la province. Et j'en connaissais beaucoup dans la région de l'Est de l'Ontario, parce qu'ils étaient dans ma classe au séminaire et à l'université. Mais Campus Keesing, puis Hearst, puis Sudbury, puis Banetang, puis partout, alors Cornwall et tout. Alors, je suis embarqué à pieds joints dans cette association de jeunes francophones. Je suis même devenu le secrétaire de l'Assemblée provinciale des mouvements de jeunes de l'Ontario français. C'était long comme nom, APMJOF. Mais donc, je suis devenu d'abord un militant franco-ontarien, un jeune militant franco-ontarien. Je vais devenir un autre militant plus tard. Oui, on en parlera. Mais donc, dans cette période-là, on est en quelles années? C'est une époque d'effervescence. Ça, c'est à peu près 60. J'ai eu mon bac en 69. Donc, je pense que c'était la conférence consultation de la jeunesse en 67. Donc, 67-68, c'est où j'ai commencé à être actif dans la francophonie ontarienne au niveau jeunesse. C'est une période effectivement d'effervescence au niveau du Québec, mais au niveau aussi franco-ontarien, de prise de conscience de l'identité culturelle francophone. Oui, en fait, il existait déjà une association de la jeunesse franco-ontarienne qui avait été fondée, je pense, en 1949, et elle était un peu moribonde, et ils avaient décidé de faire cette conférence consultation dans l'espoir de se rajeunir et tout ça. Mais ce qui est arrivé, c'est que les jeunes sur place ont décidé de plutôt créer un nouvel organisme plutôt que de rajeunir l'ancien. Donc, c'est comme ça qu'on a créé cette assemblée provinciale. On connaît la Révolution tranquille québécoise et les transformations et ces grandes luttes de la fin des années 60. Est-ce que du côté des francophones en Ontario, à ce moment-là, il y avait aussi une tentative de prise de conscience des racines culturelles, de l'histoire, de l'héritage franco-ontarien et de cette volonté de se différencier des anglo-saxons? En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu les États généraux du Canada français vers les années 67, 68, 69. Et c'est là que les Canadiens français du Québec ont dit « Nous ne sommes plus Canadiens français, nous sommes Québécois. » Ouais. Les autres ont dit, ben là, le bloc canadien-français, on perd le plus gros morceau. Alors, nous, on est quoi? Et on dit, ben nous, on est franco-ontariens, on est franco-manitobains, on est franco-albertains, on est franco-saskois. Les Acadiens, eux autres, étaient plus groupés, 3 provinces au moins, là. Mais donc, c'est un peu là qu'a commencé l'identité franco-ontarienne, avec les États généraux. Le mot franco-ontarien existait depuis déjà longtemps. J'ai fait une recherche. Il avait été utilisé dans des congrès de la langue française en 1937 à peu près. D'accord. Donc, 30 ans avant. Mais ce n'était pas courant du tout, du tout. On disait les Canadiens. C'est l'Association canadienne-française de l'Ontario. Ouais.
Donc c'est comme ça que l'identité franco-ontarienne a commencé à se forger. Et moi, j'étais à ce moment-là, après, je terminais mon baccalauréat en philo, mais je voulais faire une maîtrise dans un autre domaine, la récréologie, qui est la science du loisir, l'étude ou science du loisir. Ils offraient juste un baccalauréat à sciences, non pas une maîtrise, mais j'ai fait le cours de bac à sciences de 2 ans et j'ai spécialisé dans le loisir culturel pour l'identification culturelle par le loisir. Toujours à l'Université d'Ottawa, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Et on recevait de l'argent du secrétariat d'État, qui est maintenant Patrimoine canadien. Ouais. Et le directeur, qui est un franco-manitobain, M. Préfontaine, je l'appelle et j'ai dit, est-ce qu'on va avoir une réponse à notre demande pour une tournée d'artistes qu'on souhaite faire en Ontario? Ah, il dit, oui, il dit, j'ai un nouvel agent qui va vous appeler. Il dit, toi, il dit, est-ce que tu serais prêt à venir travailler pour nous? On a un programme, on va mettre activité jeunesse sur pied. Mais j'ai dit, j'ai encore un semestre à faire, mais cet été, je dois faire un stage pratique. Ah ben, il dit qui est ton prof? Je le nomme. Ah ben, il dit, je le connais bien. Il dit, viens faire ton stage pratique chez nous. On va t'engager comme étudiant d'été. Je vais faire le rapport à ton prof. Et puis, c'est comme ça que je suis entré au gouvernement comme stagiaire et ensuite temps partiel. Et finalement, j'ai eu mon premier emploi en 72 ou 13 à peu près, là, comme responsable des activités jeunesse au secrétariat d'État, la direction de l'action socio-culturelle, qui est devenue la direction des minorités de langues officielles plus tard. Mais... Je vois. Et l'écriture, alors si on embraye un petit peu sur tes activités pour lesquelles on va vouloir développer, tu es romancier, essayiste, tu as écrit pas mal d'ouvrages historiques justement sur l'Ontario français. Et puis tu collabores à plusieurs, ou tu as collaboré à plusieurs périodiques francophones bien connus. Quand est-ce que tout ça a commencé? En fait, j'ai commencé d'abord à écrire pour le journal francophone de Windsor, Le Rempart. Et parce que j'avais découvert au Centre de recherche en civilisation acadienne française toutes sortes de renseignements sur l'histoire francophone du Sud-Ouest, de la région de Windsor, Essex. Et je préparais des petites capsules d'histoire à chaque semaine. Le Rempart existe toujours d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et puis, ensuite, j'ai découvert mon orientation sexuelle assez tard. J'avais à peu près 23 ans, 23, 24 ans. Et mon premier livre est un journal intime de ma sortie du placard. Je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un organisme Gays of Ottawa, Gay de l'Outaouais, qui était basé à Ottawa. Et puis, il y avait des rencontres tous les vendredis soirs, un drop-in. Et j'ai vu que je n'étais pas seul comme ça, comme on disait. Alors, c'est très intéressant justement pour resituer historiquement dans son contexte l'évolution des mœurs, des mentalités et l'évolution légale. Quel était le statut, rappelle-nous, de l'homosexualité à cette époque-là au Canada? Okay. L'homosexualité a été décriminalisée en 69 par le gouvernement Trudeau. C'était tout récent. Il avait présenté son projet de loi 1 an avant, quand il était ministre de la Justice. Après ça, il a été élu premier ministre, mais le projet de loi a été représenté par Turner, je pense, John Turner, qui était ministre. Et puis, ça décriminalisait entre 2 personnes seulement, de 21 ans et non pas 18 ans comme les hétéros. Et donc, c'était ça au tout début, là. Et... c'était une période de libération des mœurs à cette époque-là? Tu as ressenti ça au Canada? Oui, mais il faut dire aussi que ce n'est pas un projet de loi qui change les mentalités. Ce n'est pas parce que la loi dit que c'est permis que la société embarque et dit, bon, OK, allons-y,
pas de problème et tout ça. Il y avait une mentalité, c'était considéré, ça avait été pendant tellement longtemps, considéré comme un péché ou bien une maladie mentale ou bien un crime. L'homosexualité était un des trois ou les trois. Et puis, ça prend du temps à changer. Et je ne veux pas me péter les bretelles, comme on dit, mais je pense que mon livre, Propos pour une libération homosexuelle, a contribué un peu à changer les mentalités. Les gens ont vu qu'il y avait une personne qui était quand même un fonctionnaire, qui avait des responsabilités, qui avait été militant franco-ontarien. Et j'étais pas le stéréotype de homme efféminé comme on présente à la télévision à cette époque-là. Et puis, donc, je pense que beaucoup de gens m'ont dit longtemps après que le livre leur avait donné un encouragement à eux aussi sortir du placard. Alors, le livre paraît en 1976, si je me réfère à ta fiche Wikipédia. Et à cette époque-là aussi, comme j'étais actif avec le mouvement Gays of Ottawa, on avait une ligne téléphonique. Les gens pouvaient appeler tous les soirs, de 7h à 10h, je ne sais pas trop, là, et ils pouvaient parler à quelqu'un. C'était confidentiel. Et j'ai été formé aussi à participer à cette ligne téléphonique. Et l'organisme Gays of Ottawa était aussi actif sur le plan social. On organisait des danses dans un centre communautaire de la Côte-de-Sable, quartier d'Ottawa, et actif sur le plan politique. On voulait faire en sorte que le Code des droits de la personne en Ontario soit amendé pour inclure orientation sexuelle comme motif de discrimination. Et il y avait toute une série d'organismes en province et au Canada, mais beaucoup en Ontario, mais il y en avait aussi à Halifax, Windsor, Montréal, Winnipeg. Et donc, j'ai participé à des congrès nationaux à 2 ou 3 reprises, et j'ai découvert qu'il y avait un journal de body politic à Toronto, et j'ai fait beaucoup de recherches, et un de mes, peut-être pas le deuxième, mais pas loin, c'était Les homosexuels s'organisent, où j'ai raconté l'histoire du mouvement, le début du mouvement de libération homosexuelle au Canada. Ça n'avait jamais été fait. Ça n'a pas eu un gros succès parce que c'était écrit en français et 90% des organismes étaient anglophones. Donc, ils ne l'ont pas lu. Il n'y a pas eu une grosse diffusion. Mais en fait, moi, ça ne me dérangeait pas. Je voulais écrire cette page d'histoire. Et je peux dire, même en sautant un peu, là, il y a beaucoup de livres que j'ai écrits qui n'ont pas été diffusés largement parce que les éditeurs n'avaient pas les moyens ou parce qu'il y avait très peu de librairies en Ontario. Mais moi, c'était pas ça. Mon but n'était pas de vendre des livres pour faire de l'argent. J'écrivais un livre parce que j'avais une histoire à conter dans un roman ou une page d'histoire à écrire sur la communauté franco-ontarienne ou la communauté homosexuelle. Donc, c'est ça qui était mon but, d'exprimer une facette de mon identité. Parce qu'à ce moment, comme j'ai mentionné au tout début, je suis né franco-ontarien pur laine. Et j'ai découvert plus tard que j'étais né aussi homosexuel. Donc, je suis doublement minoritaire. Francophone en Ontario, un francophone gay en Ontario. Donc, j'ai un statut de double minoritaire. Et si on regarde à peu près mes 53-4 livres, il y a 2 courants dans mes écrits. Il y a le courant franco-ontarien, la fibre très, très franco-ontarienne, beaucoup sur l'histoire des franco-ontariens, les journaux, les évêques, les parlementaires, l'histoire de l'Ontario français, tout ça. Et il y a aussi le courant homosexuel.
avec Propos, puis l'histoire, et puis quelques romans. Puis, C'est au moins une dizaine de livres sur cette thématique-là et beaucoup de chemins parcourus du point de vue historique. On va en reparler parce que je sais que tu es toujours impliqué pour cette cause, évidemment. Mais quand tu regardes en arrière, aujourd'hui en 2023, Paul François est chez nous à Toronto. On considère souvent Toronto comme peut-être la ville la plus libre du point de vue de la cause LGBTQ+, et de ses droits avec la Pride qui est un événement mondialement connu. Est-ce que tu te retrouves dans ce portrait-là de Toronto et plus généralement du Canada comme un pays qui fait la part belle à la liberté de l'orientation sexuelle, ou est-ce que tu penses qu'il y a encore du travail à faire de ce côté-là? bien, je pense on peut toujours dire qu'il y a du travail à faire. On est jamais complètement, comme on dit, sorti du bois. Euh, moi, moi, je suis arrivé à Toronto en 97 pour travailler au Conseil des arts de l'Ontario. J'avais travaillé pendant 10 ans à la revue Liaison à Ottawa, la revue des arts culturels franco-ontariens. Et puis, je découvrais évidemment une ville multiculturelle, d'une part. À mon arrivée, bon, je savais qu'il y avait des francophones. Je dirigeais le secteur francophone au Conseil des arts de l'Ontario. Donc, Ouais. j'avais des clients partout en province, mais j'avais des clients à Toronto, comme le théâtre français. Et puis, il y avait le festival Franco-Fête, je pense que ça s'appelait. Et Oui. puis, il y avait une maison d'édition, le Greffe. Donc, j'avais différents organismes francophones, mais je vivais près de la rue Church, donc tout près du village gay. Oui. Et j'ai pris d'abord connaissance de la communauté homosexuelle LGBTQ à Toronto avant de voir la communauté francophone elle-même. Parce que la communauté francophone est complètement éclatée. Il n'y a pas un quartier francophone comme il y a Little Italy, puis Chinatown, puis Greektown. Puis, Exact. il n'y a pas un village francophone à Toronto. Et puis, donc, je me suis senti très, très, très à l'aise. Et j'ai commencé aussi à écrire de la fiction gay que j'avais très peu fait avant. Et Donc, toujours en français, hein, tu écris toujours en français, même lorsque tu viens ouais, t'installer à Toronto. j'ai toujours écrit en français jusqu'en 2019. On pourrait revenir un peu OK. plus tard, mais tous les livres que j'ai publiés, tout ça, essais, romans, nouvelles. J'avais même écrit une pièce de théâtre, elle n'a pas été publiée. Elle a été jouée à Kapuskasing, à Mississauga, à Ottawa, à Windsor. J'avais écrit pour Windsor, mais c'était une pièce de théâtre en langue française. Et, et puis, j'ai aussi commencé, quand j'étais au Conseil des arts, je ne pouvais pas publier des critiques de livres de clients du Conseil. Si la maison d'édition recevait une subvention ou l'auteur recevait une subvention, ben, je ne pouvais pas parler de son livre. J'aurais été un peu en conflit d'intérêts. Mais l'Express était intéressé à d'autres critiques de livres, surtout des romans québécois. Alors, j'ai commencé assez tôt à publier un compte-rendu de livres dans l'Express. Et aujourd'hui, depuis au moins 4-5 ans, j'en fais 2 par semaine. Ils sont en Oui, ligne. oui, c'est une grande activité, mais j'imagine il y a mille et un auteurs et titres qui te viennent à l'esprit, mais quels ont été les coups de cœur, quelques-uns des grands coups de cœur au cours de cette période, justement, peut-être qui t'ont marqué, qui ont peut-être aussi influencé ton écriture à toi?
L'auteur qui m'a le plus influencé sur le plan de l'écriture, c'est Hélène Brodeur, que j'ai mentionné un peu plus tôt, qui avait publié ce roman, La quête d'Alexandre, dont l'histoire se passe dans le nord de l'Ontario. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, ben, si ça peut se passer dans le nord, ça pourrait aussi se passer dans le sud, d'où je viens. Et c'est là que j'ai commencé à écrire Obéissance ou Résistance, un roman qui se passe à Windsor. Et ensuite, j'ai aussi écrit le roman Des œufs frappés sur la contrebande d'alcool dans les années 1920, entre Bec and Frontière, Windsor, Détroit. Alors, donc, j'ai situé les personnages d'au moins 2-3 romans à Windsor ou dans la région de Windsor. Mon roman Cessé, ou une adolescence singulière, ça se passe, le village n'est pas nommé, mais c'est Saint-Joachim. Et puis, le personnage ne s'appelle pas Paul François, mais... il y a une partie de toi-même dans ce roman. Je dois dire Paul François. Ma sœur jumelle, c'est Paulette. Quand j'étais jeune, c'était Paul et Paulette. Pour toute la famille, je ne suis pas Paul François. J'ai été baptisé Joseph François Paul Sylvestre. Et puis, j'étais Paul Sylvestre jusqu'à ce que je devienne militant franco-ontarien. Et là, quand il est venu le temps de faire une carte d'affaires, j'ai dit, tiens, Paul Sylvestre, c'est correct, mais j'aimais mon autre nom, François. Alors, j'ai dit, tiens, je vais l'inclure, je vais mettre un trait d'union même, Paul François. Et tous mes livres ont été publiés sous Paul François Sylvestre. Mais mes sœurs m'appellent toujours Paul, mes cousins, mes cousines. Enfin. Alors, si on revient, Paul François, si on revient, si tu me permets de revenir un petit peu sur ton écriture, et tu le disais, deux grandes thématiques effectivement qui traversent ton œuvre, celle de l'homosexualité, on en a parlé, et également eh bien, celle de l'histoire franco-ontarienne. Sur cet aspect-là des choses, on a l'impression que beaucoup de tes romans parlent de résistance, parlent de lutte. Est-ce que tu veux peut-être là aussi nous rappeler quelques grands moments de ces luttes, de ces mouvements pour exister, pour se faire reconnaître, qui ont marqué toutes ces années 60, 70, 80, 90 jusqu'à aujourd'hui? Bien, évidemment, avec toutes les recherches que je faisais au Centre de recherche en civilisation canadienne-française, j'avais pris connaissance du règlement 17 de 1912 qui interdisait l'enseignement en français. On peut enseigner un cours de français, on ne peut pas enseigner les autres matières en français. Et puis, et la lutte surtout contre le règlement 17, surtout entre autres à Ottawa avec l'école Gay. Et là, je me suis rendu compte que cette bataille était un point, pas un point culminant, là, mais était une page d'histoire centrale de l'Ontario français, de l'identité franco-ontarienne. Et je me suis rendu compte aussi que beaucoup de journaux en avaient parlé, que des parlementaires en avaient parlé, évidemment, non seulement à Queen's Park, bien sûr, mais aussi au fédéral. Et là, je me suis dit, les gens ne connaissent pas ces journaux-là. Les gens ne connaissent pas ces parlementaires. Et c'est là qu'est m'est venue l'idée de faire toute une recherche que j'ai intitulée tout simplement Nos parlementaires. Et j'ai décrit avec des notes biographiques, il y a aussi un survol, une analyse et tout ça, qui sont tous les députés provinciaux et fédéraux et les sénateurs francophones de l'Ontario. Peu importe où ils sont nés, certains étaient nés au Québec, mais avaient été élus en Ontario ou nommés au Sénat pour l'Ontario. Et donc, c'était un premier livre pour faire connaître
des artisans de notre lutte, de notre histoire. Et j'ai fait la même chose pour les journaux. J'ai fait une recherche. C'est incroyable le nombre de journaux qui ont existé. Certains ont duré à peine quelques mois, mais la feuille d'érable, c'était 32 ans. Alors, c'est quand même, tu sais. Et puis, il y en a qui existent toujours, comme le Rempart, puis l'Express, et le Voyageur. Et ensuite, j'ai fait la même chose pour les évêques. Très peu de gens savaient que c'est l'évêque, là, j'oublie son, je ne sais pas si je me souvenir de son nom, c'était un évêque de Kingston, qui était le premier francophone, Rémy Gaulin. Il y a une école qui porte son nom. À Kingston. Alors, c'est Rémy Gaulin qui était le premier évêque francophone nommé en Ontario. Et puis, le premier évêque de Peterborough, le premier évêque du diocèse de London, étaient des francophones. Monseigneur Jameau à Peterborough, puis Monseigneur Pinsonneau à London. Et puis, évidemment, à Toronto, on a eu Charbonnel. C'était pas le premier évêque, là, mais il y a tu travailles beaucoup à partir d'archives pour ces recherches-là. Tu travailles depuis Ottawa. Oui, c'est ça. Comme j'ai demeuré à Ottawa jusqu'en 97. Et les archives publiques du Canada sont là. La Bibliothèque nationale est là. Et le centre de recherche aussi, évidemment, à l'université. C'est incroyable, toutes les archives, la bibliothèque, livres d'histoire qu'ils ont. Alors, et j'ai encouragé d'autres collègues à faire la même chose pour les athlètes franco-ontariens et un autre pour les juges, nos magistrats. Donc, on a publié nos parlementaires, nos magistrats, nos athlètes et ensuite nos entrepreneurs. Donc, 4 livres qui ont fait connaître tous ces personnages qu'on passe trop souvent sous silence. Et moi, ça me choque toujours quand on nomme une nouvelle école, l'école Envolée, l'école Trillium, l'école Franco-Jeunesse, l'école... tu as le sentiment que ce patrimoine historique n'est pas assez connu, n'a pas assez c'est ça, on rate une occasion de rendre hommage à un pionnier ou une pionnière. Ça peut être un sportif, ça peut être un politicien, ça peut être un artiste, un leader. Du point de vue des écoles de l'éducation justement franco-ontarienne, est-ce que tu penses que le système actuel fait assez la part belle à la transmission de notre patrimoine commun franco-ontarien, l'histoire du patrimoine? Il y a eu beaucoup de pression, puis on a créé des cours d'histoire franco-ontarienne. Je ne sais pas s'ils sont encore offerts, mais il y a une époque où, en 9e ou en 10e année, je ne me souviens plus trop, là, les élèves devaient suivre un cours d'histoire de l'Ontario. Et puis même le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques à Ottawa, on dit qu'il faut que les gens connaissent l'histoire de leur communauté. Leur province, oui, leur pays, oui, mais leur communauté. Et il n'y avait pas de livre. Alors, on a demandé à un tas de gens, souvent des profs, d'écrire l'histoire de Sudbury, de Cornwall, de Timmins, de Kapuskasing et tout ça. Et moi, on m'a demandé, et on dit, tu viens du Sud, il y a 2 villages, Pincourt et Grand-Point. Peux-tu nous écrire l'histoire de ces 2 villages qui sont collés l'un sur l'autre dans le comté de Kent? Alors, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, on a dit, un prof nous a abandonnés à Mattawa, peux-tu prendre le flambeau? Alors, je me suis rendu à Mattawa pour faire de la recherche et tout ça. Puis, j'ai écrit l'histoire de Mattawa. Et la même chose s'est produite ensuite pour Cornwall puis Castleman. Alors, finalement, j'ai écrit au moins 4 livres sur 4-5 communautés différentes. Et donc, on a pris des moyens pour faire connaître notre histoire locale, provinciale. Et ensuite, il y a une maison d'édition québécoise, j'oublie le nom, là, mais ils ont publié toute une série de documents sur l'Ontario français, la toponymie, l'histoire. Robert Choquette a écrit l'histoire de l'Ontario français. C'était comme manuel scolaire avec des questions à la fin de chaque chapitre et tout ça. Alors, quand on prend ta fiche Wikipédia et ta biographie
tes biographies disponibles également sur ton site internet qu'on va donner tout de suite, pfsylvestre.ca. Bon, il y a énormément de sorties, peut-être plus de 50, notamment beaucoup sur l'Ontario français, effectivement, en matière d'essais documentés. Pour nos auditeurs, par quel bout commencer? Lequel de ces ouvrages recommanderais-tu si on veut en savoir plus globalement sur l'histoire de l'Ontario français? Quel ouvrage pourrait-on consulter en premier? C'est l'histoire, l'Ontario français, 4 siècles d'histoire. Euh, Comme j'ai dit, il y avait déjà des manuels scolaires. Il y en a eu 2, entre autres. Un préparé à Maison d'édition québécoise, l'autre Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques, mais c'était pour les étudiants avec des questions. Moi, j'ai approché la maison d'édition David et d'abord, j'ai donné un cours sur l'Ontario français, l'histoire de l'Ontario français au Collège boréal, éducation permanente, quelque chose comme ça. Là. Mais j'avais juste 8 étudiants. Alors, j'ai dit, toute cette recherche que j'ai faite, j'ai adoré ça, mais j'ai dit, ça a servi à 8 personnes. Alors là, j'ai dit, je vais reprendre mes notes et j'ai proposé aux éditions David, j'ai dit, là, je vais faire une histoire de l'Ontario français pour monsieur et madame tout le monde, pas pour les étudiants. Il n'y aura pas de questions à la fin de chaque chapitre. Et on va mettre le plus d'illustrations possible aussi. Et ils ont sauté sur l'occasion. Ils m'ont très, très bien encadré. Je n'ai jamais été aussi bien encadré que par les éditions David. Il y avait un comité de lecture qui a fait beaucoup de suggestions. Et donc, le livre est sorti. Ils ont dû faire une réimpression à peine 1 an plus tard. Et 3 ans un peu plus tard, on a décidé de faire une nouvelle édition revue et augmentée, parce qu'il y avait eu toute la question de l'Université de l'Ontario français, puis le commissaire au service en français, avec Ford qui avait mis la hache là-dedans et tout ça. Alors, puis la nouvelle ministre, Caroline Mulroney. Alors, j'ai dit, bon, il faut ajouter un nouveau chapitre sur cette période-là. Et donc, pour commencer, si on veut vraiment avoir un survol complet, c'est l'ouvrage de référence, l'Ontario français, 4 siècles d'histoire. L'histoire est toujours en train de s'écrire sous nos yeux, mais si on veut se projeter dans l'avenir avec aujourd'hui des chiffres, des derniers recensements, je pense que tu les as à l'esprit, qui montrent que la démographie et malgré l'immigration francophone, eh bien, les chiffres ne sont pas forcément ce que l'on pourrait espérer. En tout cas, il y a un léger fléchissement de ces chiffres. Est-ce que tu es inquiet pour l'avenir de la francophonie ontarienne? Est-ce que tu es confiant? Quel est ton sentiment là-dessus? Bien, je pourrais être inquiet, mais on nous a servi cette logique ou cet argument pendant tellement de décennies et on est toujours là et on a des organismes qui sont de plus en plus solides et qui jouent de plus en plus un rôle actif. C'est vrai qu'il y a peut-être moins de la population franco-ontarienne, de francophones en Ontario, avec peu importe que la langue première soit le français ou le burundi ou l'arabe, mais ils envoient leurs enfants dans les écoles françaises. Et ça, je pense que c'est ça qu'il faut regarder, qu'on crée de nouvelles écoles. On ne créerait pas de nouvelles écoles s'il n'y avait pas une population pour fréquenter ces nouvelles écoles. Alors, on n'en a peut-être pas créé dans la dernière année ou 2, là, mais c'est assez souvent qu'on va attendre qu'on crée une nouvelle école. Moi, une chose, ça c'est une opinion très, très personnelle. Je trouve qu'on aurait dû suivre le système québécois et nouveau-brunswickois pour le système scolaire, avoir uniquement des écoles de langue française, point. Pas catholique, puis pas public.
c'était un système public pour tout le monde. Et en Ontario, ce n'est pas le cas. Et ça serait extrêmement difficile de changer ça à cause je me souviens plus le numéro de l'article de la loi constitutionnelle qui protège les écoles séparées ou confessionnelles. Mais de toute façon, ça, c'est mon opinion. Je trouve qu'on divise un peu les forces en ayant deux systèmes publics et catholiques, en fait. Est-ce que tu penses, pour finir là-dessus, qu'on en fait assez pour promouvoir le français et pour promouvoir peut-être le bilinguisme local, qui sont quand même un atout considérable en termes économiques, avant toute chose, en termes culturels, bien évidemment, en termes économiques, en termes touristiques même, on pourrait aller plus loin. Est-ce que le Canada et l'Ontario, peut-être davantage, en fait assez les décideurs politiques en font assez pour mettre en avant ce formidable atout qui est le nôtre? Il y a des efforts qui sont faits avec du côté économique, entre autres. Moi, ce que je déplore, c'est que les médias, donc surtout Radio-Canada, ne parlent pas assez des Franco-Ontariens. Quand c'est la fête des Acadiens, le téléjournal fait tout un tapage avec ça. Quand c'est le 25 septembre, jour des Franco-Ontariens, c'est à peine si on glisse une phrase ou deux. Moi, je trouve que, par exemple, je ne comprends pas pourquoi est-ce que Ottawa a un téléjournal d'une demi-heure le samedi et le dimanche, alors que Toronto et le reste de l'Ontario, notre téléjournal, c'est 5 minutes. Ça, je trouve que c'est un non-sens. On m'a dit, il y a d'autres plateformes, vous pouvez suivre les nouvelles à telle autre plateforme. Mais j'ai dit, écoutez, les gens écoutent la télévision. Moi, c'est le poste 12 ici à Toronto pour Radio-Canada Toronto. Et si on n'a pas des nouvelles sur notre région, on va vers CBC, CTV ou Global. Donc, vous nous anglicisez, vous nous dites, allez écouter des postes de langue anglaise. Mais je n'ai pas réussi à convaincre la direction de l'Ontario Radio-Canada, mais puis il ne semble pas y avoir. Des fois, je me demande si je suis le seul qui pense comme ça, mais il n'y a pas de mouvement pour avoir, entre autres, un téléjournal complet le samedi, dimanche. Et quand c'est congé, Fête du travail ou Fête du Canada ou quelque chose comme ça, le téléjournal vient de Ottawa. Et donc, on nous parle Ottawa-Gatineau. Donc, on nous parle de Maniwaki, puis Ottawa. On parle un peu des fois de l'Est de l'Ontario. On va glisser une petite nouvelle dans une demi-heure, un petit 3 minutes sur le nord ou le sud, mais c'est à peu près tout. Plus d'informations locales en français. Donc, pour CBC, nous, c'est ce que l'on souhaite également à notre petite échelle à Choc FM, et c'est ce que l'on fait, c'est ce que l'on va développer aussi, davantage d'informations locales ancrées ici à Toronto. Si on traverse ta longue carrière et prolifique carrière, Paul-François, il y a une chose que j'ai notée qui m'a fait sourire, puisque ça nous intéresse particulièrement en tant que radio. Tu as, je crois, écrit un roman radio. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots? Oui, c'est ça. C'est à Radio-Canada CBEF Windsor. Dans les années 70 à peu près, fin des années 70 peut-être. Et je pense que ça s'appelait Terre natale. Terre natale. Et que j'ai mis ensuite en roman à l'Interligne, parce que Terre natale, c'était pour une voix. Il y avait juste l'animateur avec des effets sonores. Donc, j'avais des restrictions là, je ne peux pas avoir de dialogue et tout, mais dans le roman, j'en ai mis. Et ensuite, CBON Sudbury a repris toute la série du radio-roman. Ils l'ont tout présenté, mais au lieu d'une fois par semaine, ils mettaient ça chaque jour durant la période d'été. Alors,
c'est ça. Donc, est-ce que c'est une expérience qui t'a plu, que tu aimerais peut-être réitérer du point de vue de l'écriture, le radio-roman, avec ouais, ces épisodes je courts comme ça? ouais, je dirais pas que je le reprendrais. Euh, il y a beaucoup de choses que j'ai faites, que j'ai aimé sur le coup. Comme exemple, ce cours d'histoire de l'Ontario français. Mais je ne suis pas sûr que je le redonnerais. J'ai donné un cours de littérature franco-ontarienne aussi à Glendon. J'avais 18 étudiants, presque étudiantes, il y avait juste 3 hommes, je pense. Mais je ne le redonnerais pas. J'ai 75 ans maintenant, puis plus casanier. Et je mentionnais que j'ai écrit en français jusqu'en 2019. Oui, Je suis membre un club de rencontres, Silver Daddies, et c'est des hommes qui veulent rencontrer d'autres hommes. Et j'avais vu la photo, c'est international. Donc, j'avais vu une photo d'un jeune homme en bicyclette, en portant comment on appelle ça, pas des leggings, mais des lycra, oui, oui, oui. un survêtement lycra très, très moulant. Donc, c'était assez suggestif. Et puis, j'ai écrit une histoire comme ça, On the Bicycle Trail. Et puis, j'ai regardé sur Google, j'ai découvert Gay Demons en Suède. Alors, j'envoie mon texte, puis une semaine après, je reçois un courriel. J'avais donné, il va publier le courriel. Et quelqu'un dit qu'il avait aimé I like your story. Mais j'ai dit, de quoi tu parles? Mais il dit On the Bicycle Trail. Hein? Alors, je retourne le voir, puis ils avaient publié mon texte. Alors, c'était le premier de 150. J'ai envoyé hier mon 150e texte Wow. entre 2019 et 2023. J'ai écrit ça. C'est des nouvelles, short stories. Il faut qu'il y ait au moins 750 mots. Moi, j'en ai ordinairement 1000, 1200, 1400 des fois. Mais c'est un site érotique. Les gens, certains diraient, bon, c'est homo-érotique, ça c'est sûr. Certains diraient pornographique. Alors, si la nouvelle est trop romantique, on a très peu de lecteurs. 500, 700, 800. Plus c'est, excuse l'expression, hardcore, là, très, très, très porno. Graphique, oui, ouais. On peut aller chercher 10, 15, 20, 30, 50 000 lecteurs pour le même texte. Bon, François, pour terminer, parce que l'heure a déjà presque écoulé, et c'est passionnant d'écouter ta mémoire sur d'abord toutes ces recherches franco-ontariennes et sur toute cette littérature dont tu parles si bien. Je voulais savoir quels étaient tes projets du moment et si tu as d'autres livres à paraître, romans ou essais, eh bien, on serait heureux d'en savoir plus. Bien, j'ai travaillé dans les 2 dernières années sur une autobiographie que j'ai appelée Lys, Trillium et Arc-en-Ciel et que j'ai soumis à certains éditeurs. Il y en a qui m'ont dit on ne publie pas d'autobiographie. D'autres m'ont dit, comme Terre d'accueil, on publie uniquement des gens qui sont pas nés en Ontario, là, qui sont des immigrants. Et puis, j'attends une réponse d'une maison d'édition. Mais ça fait 1 an déjà qu'ils l'ont. Et c'est pas juste une autobiographie où je raconte mon parcours, c'est que dans chaque chapitre, je vais chercher un extrait d'un de mes livres, romans, nouvelles, essais, pour illustrer un peu ce que j'ai vécu dans ces années-là. Et donc, c'est une sorte d'autobiographie littéraire aussi, que je pourrais dire. Et bon, j'espère que ça va sortir un jour, mais entre-temps, je continue à écrire mes textes pour Gay Demon et je, je prends plaisir à écrire ça. Je n'avais jamais écrit en langue anglaise avant 1919, à part des mémos au gouvernement. Mais non,
Et on peut évidemment te lire aussi régulièrement dans les pages de notre confrère de l'Express de Toronto. Paul-François Sylvestre, un grand merci pour t'être prêté à ce jeu du portrait dans Nos francophones ont du talent. Est-ce que tu as un mot de la fin pour nos auditeurs? Ben, c'était très, très agréable. C'est la première fois que je fais un survol complet comme ça. Des fois, on prend 5 minutes, 10 minutes maximum, mais je ne sais pas si ça va passer 1 heure complète, là, mais je suis très, très heureux de cette invitation et ça m'a fait plaisir. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup, Paul-François Sylvestre, sur Choc FM 105.1.